Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence. Alors, le titre, les chercheuses, chercheurs peuvent-ils aider les PME, les entreprises et spécifiquement dans leur transformation numérique? La réponse va être plutôt oui cet après-midi, compte tenu du plateau d'invités que nous avons ici, des professeurs, des chercheurs, dirigeants et salariés d'entreprises qui ont pu expérimenter différentes collaborations ensemble. Alors l'enjeu de notre table ronde sera de savoir comment ces collaborations ont été rendues possibles, qu'est-ce qui les ont rendues pertinentes. Nous essaierons de comprendre si toutes les entreprises peuvent s'entourer de chercheuses et de chercheurs pour faire avancer leurs projets. L'enjeu sera également de déconstruire un certain nombre d'idées reçues. Oser travailler avec des chercheuses et des chercheurs, c'est déjà s'ouvrir, regarder autour de soi, faire confiance, prendre un risque. Travailler avec l'université, c'est décloisonner des univers, c'est emprunter d'autres chemins et c'est créer des passerelles, des rencontres. Et je dirais qu'oser, c'est déjà se transformer, oser travailler avec des chercheuses et des chercheurs, c'est déjà commencer sa transformation. Alors dans un monde qui accélère en permanence, mais qui de plus en plus cherche à remettre au centre du sens dans ses activités, dans l'économie, alors parce que le contexte nous oblige, parce que la planète nous rappelle à l'ordre, eh bien, se tourner vers des chercheuses et des chercheurs, c'est se tourner vers celles et ceux qui regardent notre monde, l'observent, le décortiquent et imaginent un monde meilleur demain, idéalement plus responsable, plus solidaire, je crois, et plus éclairé. Alors, pour nous parler de ces belles rencontres entre le monde de la recherche et le monde de l'université, eh bien, j'ai avec moi, à ma gauche, Noël Barbu, vice-président développement économique de l'Université de Nantes et président, directeur général délégué de Capacité SAS, la filiale de valorisation de la recherche de l'Université de Nantes. Franck Chérel, vous êtes président de Parade, et Franck Chérel, on vous associe évidemment au groupe ERAM que vous avez dirigé il y a quelques années. Et Parade, alors pas le groupe, et ben, vous préciserez juste après, et en tout cas, Parade est évidemment une entreprise du groupe ERAM. Valérie Queret, vous êtes directrice QHSE. Alors pour ceux qui l'ignorent, QHSE, c'est qualité, hygiène, sécurité et environnement, au sein de l'entreprise Océalliance, groupe de mareyeurs. Vous nous expliquerez plus en détail les activités d'Océalliance. Chiara Danieli, directrice générale du groupe Bouillet. Et Raphaël Suire, professeur des universités en management de l'innovation à l'Université de Nantes et responsable pédagogique de Disrupt Campus. Merci à tous les 5 d'être avec nous. Alors, avant qu'on aille dans le détail de ces collaborations et de ce qui s'est passé, on a là une pluralité de collaborations parce qu'il y a différentes choses qui se sont passées. J'aimerais d'abord qu'on présente Disrupt Campus, qui est un programme assez riche et qui a fait la rencontre entre Océalliance et l'université. Oui, alors dans Disrupt Campus, nous sommes des marieurs, en fait, et peut-être juste pour revenir un instant sur la genèse de ce programme, dans le cadre des plans d'investissement d'avenir opérés par le ministère de l'économie et puis opérés par la Banque publique d'investissement, en fait, on va dire que l'écosystème académique nantais s'est un peu mis en ordre de marche pour déposer une candidature dans un programme national et très sélectif. Et il se trouve que nous avons été labellisés il y a 3 ans avec 16 autres territoires en France qui tous sont venus avec une proposition académique qui permettait d'accompagner les entreprises de leur territoire dans des démarches de transformation. Sachant que la question est vaste, ambitieuse, au fond, chacun y allait un peu avec ses forces, ses atouts et puis aussi son ADN territorial, si je puis dire. Donc à Nantes, nous sommes partis avec un consortium, l'Université de Nantes, l'école de design, dont il nous a semblé assez immédiatement que le regard qu'elle porte sur l'interaction entre des humains et des technologies ou des dispositifs était tout à fait essentiel pour comprendre des mécaniques de transformation. Et puis également l'école centrale de Nantes, qui nous accompagnait sur une vision beaucoup plus technocentrée, si je puis dire. Donc on a formé un petit groupe un peu au sens d'une task force. On est avancé un tout petit nombre d'individus pour fabriquer un programme pédagogique qui va se dérouler sur 5 mois et qui va avoir l'originalité d'embarquer autour d'un projet apporté par une entreprise, à la fois un collaborateur de l'entreprise,
à la fois des étudiants qui viennent d'univers disciplinaires tout à fait différents et dont leur regard en fait va tout à fait être précieux dans la manière dont ils diagnostiquent la problématique et dans la manière dont ce regard-là en fait se complémente des autres regards. Et puis un certain nombre de cours un peu académiques, mais pas que, qui vont permettre de monter en compétence sur des questions qui vont aller de la stratégie à l'économie du numérique, au juridique, à la gestion de projets agiles, et puis à la méthode de comment, au fond, on identifie des possibles et des impasses qui apparaissent comme des sources d'apprentissage. Donc on en est à notre 3e promotion. Cette année, on accompagne 5 entreprises avec une trentaine d'étudiants, donc qui viennent d'horizons très variés, que ce soit en business, système d'information, data, polytech, école de design, et puis également psychologie des organisations cette année, ou encore juridique. Et donc chacun là vient apporter son regard sur le défi, quelque part, qui nous est apporté par l'entreprise. Et c'est vrai qu'Océalliance, Mareyeur, du coup, est venu avec un défi et on les a aidés un petit peu, je crois, à identifier des trajectoires et en particulier aussi à les faire monter en compétences. Alors Valérie, du coup, Valérie Curet, vous avez donc participé effectivement à ce dispositif. Vous étiez un peu l'envoyé spécial de l'entreprise à Disrupt Campus. 5 mois d'immersion, du coup, avec les étudiants. Vous pouvez nous raconter à la fois le projet que vous avez porté et puis comment s'est passée la rencontre avec Disrupt Campus? Alors la rencontre, en fait, c'est, on va dire, un coup de chance, tout simplement, puisque Océalliance, c'est un groupement de mareyeurs. Donc les mareyeurs, en fait, ce sont le maillon qui achète des produits de la mer, des poissons, soit sous l'écrier, soit en direct de bateau. Et on conditionne, on filette le poisson et dans des conditionnements adaptés à nos clients. On est une filière en fait très peu modernisée, on va dire. On a des ateliers dans lesquels les collaborateurs sont dans le froid, dans l'humidité et où le travail est encore très très manuel. Et on manque de données de production, de données, on a des traçabilités en fait qui est assez, qui est non fine, on dira. Et on avait déjà identifié dans l'entreprise tout ce qu'on avait à gagner à digitaliser potentiellement notre atelier et à gagner justement en traçabilité. Et puis, en fait, tout simplement sur LinkedIn, j'ai vu l'annonce du Disrupt Campus et je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être une formidable opportunité. On en a parlé donc au sein du comité de direction et puis on a rencontré l'équipe de Disrupt Campus avec Mathieu Péririn. Et voilà, et on est parti, et finalement on est parti à 2, donc le directeur informatique et moi-même, et donc avec le projet digitalisation et puis traçabilité blockchain. Ok, bon, on va revenir du coup sur ce projet, on va voir un petit peu l'atelier également, on a quelques visuels. Autre collaboration avec Disrupt Campus, c'est vous, Franck Chérel, avec l'entreprise Parade. Alors vous, peut-être que la rencontre s'est opérée plus naturellement. C'est vrai qu'on a pu l'évoquer ensemble. Il y a une habitude et une appétence à collaborer chez ERAM avec l'université parce que ça a du sens. On reviendra sur cette question du sens à la fin de la conférence. D'abord, nous exprimer le projet que vous avez porté avec Parade au sein de Disrupt Campus. Pour nous expliquer un peu dans le détail, vous avez participé à 2 éditions. Alors, Parade, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une filiale du groupe ERAM. Nous, notre métier, c'est de fabriquer des chaussures et de les distribuer. Ça, c'est le groupe ERAM. Et Parade, c'est une société qui fait des chaussures de sécurité, des chaussures de travail. Le groupe ERAM est un employeur important du Maine-et-Loire et des Pays de la Loire, et sur le 44 aussi. Donc, on avait des relations assez importantes, effectivement, avec l'université de Nantes. Et vous aviez vu tout à l'heure, il y avait une personne ici, un ancien DRH du groupe, qui a travaillé beaucoup sur la digitalisation du groupe. Et il y avait beaucoup de relations à ce niveau-là déjà. Donc, quand on a entendu parler de cette possibilité de faire une expérimentation avec le Disrupt Campus, tout de suite, ça nous a chatouillé les oreilles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a eu une idée absolument farfelue, c'est-à-dire de mettre dans une paire de chaussures toute bête de l'électronique et de voir ce que ça pouvait donner. Et de là est venue une quantité d'idées absolument incroyables et on s'est dit on ne va pas pouvoir tout adresser en même temps et surtout ça venait complètement percuter nos habitudes. Parce qu'on était obligé de réinventer un service, réinventer un business model, ça nous posait des questions juridiques, ça nous posait des questions techniques. On voyait bien que nous, dans l'entreprise, il y avait des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, qui se trouvaient
dans des espèces de problématiques nouvelles, avec des problèmes de désilotage. Et on s'est dit, tiens, Disrupt Campus, c'est très intéressant. On va voir 3 universités très différentes qui vont travailler ensemble. En l'occurrence, là, ça a été l'école du design, avec laquelle on discutait régulièrement et on travaillait, avec Polytech et avec l'IAE. On s'est dit, des gens du business, des gens de la tech et des gens de l'usage, ça va être un laboratoire intéressant. Donc voilà, on est parti avec ça en se disant, allez, haut les cœurs, on va faire un essai. Et puis après, je vous expliquerai, il y a eu un autre intérêt aussi de travailler avec les universités, de travailler aussi avec la jeunesse. Merci Franck Chérel. On va continuer avec la présentation des projets et donc dans un univers assez proche mais sur d'autres manières de fonctionner. Il y a eu la rencontre entre la capacité SAS, donc la capacité représentée par Noël Barbu et les fonderies Bouillet représentées par vous, Chiara Danieli. Alors je vais d'abord peut-être donner la parole à Noël Barbu, que vous nous présentiez peut-être capacité d'abord, qu'on puisse comprendre effectivement pourquoi les fonderies Bouillet ont fait appel à vous ensuite. Oui, bonjour. Alors, capacité, c'est un des outils du dispositif complet par lequel nous nous adressons aux entreprises. Vous avez vu un dispositif, c'est Disrupt Campus. Je dois dire que cette relation à l'entreprise, c'est presque une obsession à l'Université de Nantes. Et on a essayé de créer différents outils, différentes occasions de se présenter, de présenter la recherche et de casser un peu l'image et de faire en sorte que deux mondes se rencontrent, des mondes qui ne se rencontraient pas beaucoup il y a quelques années. La recherche, il y a une recherche fondamentale, hein, qui se fait dans les laboratoires, qui est absolument indispensable pour préparer les savoirs de demain, d'après-demain, mais c'est une recherche de temps long. Et puis il y a une recherche de temps plus court qui s'intéresse davantage aux problématiques de l'environnement, de l'ensemble des transitions sociétales, des transitions digitales, des transitions industrielles. Et pour ce faire, il fallait être très proche du terrain. Alors, l'Université de Nantes, c'est un dispositif tout à fait particulier dans le monde des universités, a créé, il y a maintenant une vingtaine d'années, la filiale Capacité SAS, qui est une filiale privée, autonome, non subventionnée bien entendu, et dont le rôle est de poursuivre le travail que ne peuvent plus faire les chercheurs. Je m'explique, lorsqu'il y a une demande de la part d'une entreprise d'une évolution industrielle, d'un verrou technologique, une demande d'aide, il y a deux façons d'y répondre. Parfois, c'est par le temps de recherche long. Et là, on a des dispositifs comme la thèse CIFRE, hein, thèse d'un docteur qui passe du temps dans l'entreprise pour répondre à un problème. Mais là, on est plus sur un problème scientifique, un problème technologique à résoudre visant à transformer l'entreprise, mais c'est du temps de transformation qui est long. Et puis, lorsque l'entreprise a un problème ponctuel, mais veut plutôt une analyse, une expertise, eh bien, on flèche cela vers Capacité. Ce sont des équipes qui sont en lien très fort avec les laboratoires. Je rappelle qu'il y a une 60aine de laboratoires à l'Université de Nantes dans un peu tous les domaines. Donc nous avons des équipes qui sont des salariés, ingénieurs ou docteurs de Capacité et qui prennent le relais. C'est-à-dire qu'elles traduisent, ces équipes, les besoins des entreprises auprès des chercheurs et elles vont chercher les technologies dans les laboratoires. Elles rajoutent parfois des briques technologiques, elles font de la R&D pour ensuite analyser le besoin et répondre aux besoins, vraiment faire dans l'entreprise ce que ne pourraient pas faire les chercheurs, faire de la prestation de services, de l'ingénierie, répondre en tous les cas aux besoins précis. Et c'est en ça que du coup vous avez pu aider les fonderies Bouillet parce qu'il y avait une problématique assez précise. Est-ce que Chiara Danieli, vous pourriez nous expliquer quelle était la problématique? Et puis je crois que la rencontre, ça n'a pas été d'abord Capacité. Tout à fait. Donc d'abord les fonderies Bouillet sont deux fonderies de contrepoids en fait, en fonte. L'une est à Nantes, à côté de Nantes, à Ancenis, et l'autre, c'est dans les Ardennes. Et ce sont deux fonderies qui ont une problématique commune, qui est celle d'un travail manuel parfois pénible, qu'il faut essayer de résoudre pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Et en fait, c'était ça notre recherche. Depuis des années, on cherchait des cellules robotisées qui permettaient de pallier à ce problème de travail pénible physique et aussi à un manque d'ouvriers dans ce secteur d'activité, dans cette activité particulière qui est l'activité peut-être la plus difficile. Et on cherchait donc de résoudre avec des robots. On avait déjà essayé avec des laboratoires privés, des entreprises privées à trouver la solution qu'il fallait pour notre secteur d'activité. Ça n'avait pas été un succès.
Et on a eu, il y a 2 ans, 3 ans déjà, l'opportunité de participer à une matinale organisée par le pôle OMC2 avec l'IRT Jules Verne et avec le pôle de compétitivité LS2N. Et c'est là que notre directeur des opérations avait exposé notre problématique. Et donc, on a commencé à travailler avec l'S2N et de là, ils nous ont mis en contact avec Capacité. D'accord, donc d'abord un laboratoire, donc le laboratoire lié à l'université sur les questions numériques, et donc plutôt en contact avec des chercheurs, on va dire, au début, et la réponse logique était Capacité, et c'est là que vous avez pris connaissance de Capacité. Ce que je remarque, et je voudrais poser la question à Raphaël Suire, les entreprises, ce que j'ai l'impression, là on a 2 exemples, finalement c'est un peu un cheminement, une déambulation qui se passe, mais il n'y a pas. Est-ce qu'il y a une connaissance de ces dispositifs des entreprises? Est-ce que c'est compliqué à voir, ou comment est-ce qu'on fait émerger les dispositifs de l'université auprès des entreprises? Alors, c'est vrai que les universités, il ne faudra pas se mentir, elles souffrent un peu d'un déficit d'image de ce point de vue. On a la sensation que souvent elles sont loin, les laboratoires sont étanches à la société et au monde économique. Il se trouve malgré tout que depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années, l'université a beaucoup progressé et elle-même, elle s'est transformée. Et elle est beaucoup plus ancrée dans son territoire qu'elle ne l'était il y a bien des années. Et ensuite, il y a des fortes variabilités aussi selon les disciplines. C'est-à-dire, par nature, des collègues qui seraient en géographie ou en histoire sont un tout petit peu plus éloignés de la chose économique. En revanche, une école d'ingénieurs de l'Université de Nantes comme Polytech, par nature, elle est plus ancrée dans sa réalité territoriale. Et à l'IAE, qui d'une certaine manière, la business school de l'université, par nature, on est dans le monde des entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a des sas d'entrée. Mais ce n'est pas évident, quand on est une PME, d'identifier le bon sas. Et c'est là où il y a des relations interpersonnelles qui se nouent. Il y a des occasions qui sont parfois liées au hasard. Il y a des moments qui peuvent être dans un cocktail, qui peuvent être au détour, je ne sais pas, d'un quartier qu'on a l'habitude de fréquenter. Et c'est vrai que ce que cherche à faire l'université, un petit peu, c'est à rationaliser un petit peu un parcours qui permettrait de dire aux entreprises, vous voyez, selon votre cycle de développement, selon votre degré de maturité, au fond, il y a tout un ensemble de services qui s'enchaînent avec cohérence, en fait, par rapport à ce que sont vos besoins, et qui peuvent être, je ne sais pas, dans un format extrêmement léger, d'embarquer un étudiant stagiaire pour une période de 3, 4, 6 mois, et puis dans une démarche un peu plus exploratoire, une recherche-action avec des chercheurs. Et c'est là où Capacité peut venir comme un véhicule juridico-économique qui est intéressant, puisqu'on va contractualiser les choses et puis on va sécuriser un petit peu cette avancée conjointe. Et puis Noël en parlait, s'il y a vraiment l'idée d'explorer plus en profondeur une thématique sur laquelle on souhaite investir, et effectivement les thèses que l'on peut mener en entreprise sont aussi des véhicules tout à fait intéressants pour explorer un champ des possibles sur une période là, de 3 ans. Et c'est peut-être ça un petit peu notre défi à nous côté université, c'est faire le mapping de tout ça et de le présenter avec cohérence aux entreprises selon ce qui est leur problématique et selon ce qu'est leur degré de maturité dans leur propre projet. Ouais, parce que ce qui apparaît a priori, c'est qu'une fois que la rencontre s'opère, a priori ça marche. Chiara Danieli, vous, qu'est-ce qui... Allez-y. Presque tout dit, Raphaël, mais je voulais rajouter simplement qu'on était proactif aussi, qu'on cherchait les occasions de se rapprocher des entreprises. Ce n'est pas pour rien que la CCI est au capital de Capacité, à raison de 7%, mais c'est parce qu'on a un accompagnement depuis des années. La CCI et nous sur les mêmes problématiques, comment apporter les transitions, comment apporter le changement, aider au changement dans les PME, dans les TPE. Donc nous organisons aussi à travers le service partenariat innovation de l'université des matinales. Il y en a une prochainement sur la chimie pour l'industrie, il y a eu une matinale il y a quelques mois sur le nautisme. Nous faisons des soirées université-entreprise pour présenter les projets qui ont fonctionné, pour montrer, faire témoigner des chefs d'entreprise, un peu ce que nous faisons ici. Donc voilà, nous sommes vraiment proactifs pour montrer, pour casser les cloisons et pour essayer de rapprocher encore une fois les chercheurs, Capacité et les entreprises.
Merci pour ce complément. Donc, Chiara Danieli, du coup, je disais, qu'est-ce qui vous a séduit d'une part, du coup, dans la proposition que Capacité a pu vous faire, et dans la collaboration, qu'est-ce qui vous a paru finalement différent? Vous nous avez évoqué que vous aviez contacté d'abord des entreprises, des laboratoires privés, différents laboratoires, mais la réponse n'avait pas forcément séduit. D'abord, je voulais rebondir sur ce que vous dites à propos de la CCI. C'est vrai que notre première sensibilisation au sujet de la transformation digitale est venue par la CCI. Parce que la CCI a un très grand programme de diffusion de cette sensibilisation auprès des entreprises. Et c'est à travers la CCI qu'on a commencé à s'interroger sur le sujet. Ensuite, ça a été la rencontre physique. Pendant la matinale, ça a été vraiment un déclencheur qui nous a mis en confiance par rapport à la possibilité de l'université de nous aider et nous apporter une démarche, une réponse. Le fait d'avoir eu des expériences précédentes non concluantes nous poussait à chercher des solutions qui soient vraiment adaptées à nos besoins, ce qu'on ne trouve pas forcément sur le marché tout le temps. Parce que la transformation digitale est assez récente, surtout pour les entreprises, et les solutions ne sont pas toujours sur le marché, ou rarement sont sur le marché. Donc c'était clair que bien qu'il y avait plusieurs entreprises de robotique qui nous proposaient des solutions, c'était jamais vraiment la bonne solution. Et l'approche qui nous a été proposée par Capacité a été une approche de co-construction, un parcours commun qui est parti de nos exigences, qui ont été analysées avec notre directeur d'opération, mais pas seulement, avec nos techniciens, nos opérateurs. Tout le monde a été impliqué. Ça, c'était fondamental. On a vu donc une approche qui était méthodique et qui a été vraiment en profondeur sur nos besoins. Et je pense que cette prise d'auteur, accompagnée par une forte stratégie de notre part, nous étions convaincus que c'était la bonne démarche. Donc nous étions engagés au niveau de la direction, mais nous avons vraiment trouvé le bon partenaire pour développer cette solution qui est innovante. D'ailleurs, Noël Barbu, vous me disiez par téléphone, effectivement, que l'enjeu, c'est de faire en sorte que tout le monde s'investisse dans la réflexion et de ne pas attendre tout des chercheurs, mais bien, vous l'avez dit, mettre tout le monde autour de la table, des opérateurs au directeur stratégique. Et je vois que ça corrobore complètement les propos de Chiara Danieli. Disrupt Campus, c'est un tout petit peu différent, parce que là, on voit que la réponse aux besoins est très précise. Disrupt Campus, on a eu l'occasion de l'évoquer ensemble, ça ouvre plutôt le champ des possibles. Franck Chérel, ça a ouvert le champ des possibles sur vos projets, mais vous avez quand même eu un résultat assez précis. Vous m'avez parlé d'un projet déjà fonctionnel ou d'un POC. Alors, nous rappeler juste ce que c'est un POC et nous dire effectivement quel est le résultat que vous avez eu dans cette collaboration, notamment sur la chaussure qui détecte les chutes. Alors, nous avons eu 2 sessions. La première session, on avait déjà quelques idées sur ce que l'on pouvait faire avec une chaussure connectée. Et effectivement, notre premier projet, c'était de détecter les chutes. En voilà une d'ailleurs. Celle-ci, c'est une chaussure connectée, les premiers produits qui vont être sur le marché dans quelques semaines. À cette époque-là, on avait une idée assez claire de ce que l'on voulait faire. Par contre, on travaillait dans le domaine du professionnel et on voulait travailler dans un autre domaine où on a une population fragile, à savoir les seniors et les personnes ayant un handicap. Et en fait, on a demandé à Disrupt Campus de faire un espèce de crash test, de se dire, et si ça, est-ce que c'est une vraie bonne idée ou c'est une fausse bonne idée? Et donc, ils ont travaillé là-dessus. Ils ont fait vraiment beaucoup d'interviews. Ils ont prototypé donc, le POC, Proof of Concept. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Nous, à l'époque, on ne savait pas. On a découvert aussi. Donc, on a fait des prototypes. On les a testés. On les a crash-testés avec eux. Ils ont développé un certain nombre d'applications avec nous. Et ça, c'était très intéressant parce que tout de suite, ça nous a permis de questionner des personnes d'un certain âge. C'était pas facile. En leur disant, et si on vous proposait ça, est-ce que ça vous intéresserait? Et très rapidement, on a pu fermer des pistes ou se dire, là, c'est plutôt intéressant. Tel service, il faut éviter. Celui-ci, il faut appuyer dessus. Ça a été la première session qui a duré 5 mois, qui a été tout à fait intéressant. La deuxième phase que l'on a faite, donc l'année d'après, là, on a décidé d'aller un peu plus loin. Là, on est revenu sur notre métier d'origine, c'est-à-dire le métier de professionnel de la chaussure de sécurité. Et on s'est dit, et si la chaussure de sécurité devenait un hub digital
qui pouvait récupérer toutes les informations tournant autour de l'opérateur pour savoir si l'opérateur est bien protégé au bon moment, s'il fait la bonne opération, etc. Ils ont travaillé dur dessus. Là, c'était du défrichage complet. Ils nous ont amené certaines choses. Ils nous ont même fait des petits prototypes tout à fait intéressants, à tel point qu'aujourd'hui, on est toujours en train de travailler dessus. Mais là, on est passé avec des laboratoires d'un autre niveau aussi. Mais c'était absolument indispensable d'avoir cette première phase. Là, aujourd'hui, on est en train de travailler avec EDF, avec le CEA et d'autres très, très grosses boutiques. Là, ce qu'on voit à l'écran, du coup, c'est les produits finalisés. Exactement. Voilà. Donc à gauche pour tout le monde, effectivement, c'est la chaussure grand public destinée à détecter la chute et son pendant professionnel qui est à droite. Merci. Je vais revenir Pour vers information, Pour information, donc, Cocorico, hein, c'est une première mondiale et c'est une innovation 100% Pays de la Loire, réalisée que par des universités, des industriels des Pays de la Loire. On peut en être fier. On est revenu avec un CES, avec un award du CES l'année dernière. Donc on peut le dire quand même. Hein. Il y a du savoir-faire et ça, c'est des talents. Et les jeunes qui sont dans l'université, c'est ceux là qui vont nous accompagner aussi demain, il ne faut pas l'oublier, c'est surtout ça qui est important, c'est ça la richesse. Et ça, on va y revenir dessus, effectivement, cette importance d'être en lien avec cette jeunesse qui effectivement, demain, seront les collaborateurs de l'entreprise. Valérie Curet, je me tourne vers vous, puisque donc on est dans cette partie où on parle de la collaboration, comment elle s'est déroulée, et j'avais envie de vous demander comment vous avez géré cette collaboration. Vous m'avez dit, on l'a gérée en parallèle aussi en fait, de notre métier au quotidien, mais ça a été une immersion qui était pleine et qui a permis aussi d'engager des choses dans l'entreprise. Oui, bien sûr. Alors effectivement, l'immersion d'Isrupt Campus, c'est une formidable aventure intense où on baigne justement avec tous les étudiants en pluridisciplinaire. Effectivement, la réalité dans le monde du travail, même si on vient le mardi en cours, effectivement, tout le travail reste à faire quand on rentre. Mais effectivement, pour le collaborateur, enfin pour le salarié qui vit Disrupt, il sait aussi justement que lui-même va gagner en compétences et c'est ça qui permet aussi d'accepter le challenge. Et en termes de résultats de votre côté, du coup, il y a eu aussi des concepts, des maquettes fonctionnelles qui ont été proposées. Effectivement, tout le monde avait un POC à faire. Ouais. On a peut-être juste un visuel de l'atelier. Voilà, ça c'est vos ateliers globalement. Voilà. En fait, là, c'était justement, on est vraiment dans une filière qui n'est pas du tout automatisée, donc. On a imaginé, et c'est ça la force aussi de Disrupt Campus, on est parti nous avec un sujet qui n'était pas du tout borné ou avec une idée précise. Donc en fait on a pu laisser libre cours justement à l'effervescence de tous les cerveaux qui viennent justement de Polytech, des juristes, des data analystes. Et en fait justement il n'y a aucun frein et c'est ça qui permet d'aller très loin en fait dans les réflexions et qui nous a permis effectivement d'avoir les premières idées et d'arriver à effectivement qu'est-ce que pourrait être l'atelier de demain. Et à l'issue effectivement de Disrupt Campus, eh bien pour EC Alliance, l'aventure continue. Et là, en fait, comme Barad, en fait, plus avec des prestataires plus spécialisés, avec qui là on va construire, effectivement nous notre feuille de route justement digitalisation à 3 ans, à 5 ans, avec des chiffrages précis aussi qui permettent justement à l'entreprise là de se projeter dans le modèle économique, quoi. Ok. Franck Chirel, pour revenir à vous, rester sur ce Disrupt Campus, ce que j'entends dans vos témoignages, c'est on est beaucoup sur l'ouverture et vous l'avez dit, on ouvre le champ des possibles avec Disrupt Campus, on vient proposer une idée qui est là dans l'entreprise dont on n'a peut-être pas forcément le temps de s'occuper ou on a besoin de se nourrir d'idées un petit peu plus larges. Et vous me disiez donc quelque chose, c'est que voilà, ce besoin d'être au contact des nouvelles générations, parce que c'est aussi l'occasion à la fois de mieux comprendre comment ils réfléchissent, puis également de travailler sa marque employeur. Je crois que ça c'est quelque chose qui est important dans le groupe ERAM de manière générale et c'est aussi pour ça que vous faites ces collaborations. Digital change. Beaucoup de métiers nouveaux vont apparaître. Il y en a déjà qui sont apparus, il y en a plein qu'on ne connaît pas encore. L'université travaille très dur pour proposer justement les personnes les mieux formées, mais les métiers, on va tous les découvrir, on va les créer ensemble.
Ça, c'est une première donnée. Donc nous, de toute façon, en permanence, on est obligé de faire venir des nouvelles personnes. Ce ne sont pas des collaborateurs existants dans l'entreprise que l'on va former à des nouveaux métiers. Certes, on va le faire, beaucoup. Mais il y a aussi des choses qui sont tellement différentes de ce qu'on a l'habitude de faire que ça demande une base culturelle et un savoir-faire technologique qu'une entreprise aura plus de mal à faire. Donc il faut arriver à un moment où les gens sont un peu plus malléables, déjà d'une part, c'est-à-dire une espèce de plasticité intellectuelle, mais aussi il ne faut pas oublier que les nouvelles générations, qui sont 100% digitaux nativement, ça, il n'y a pas de problème, et ils savent faire des choses, je dirais entre guillemets spontanément. Ils savent travailler en mode collaboratif avec des outils très évolués, etc. Et pour eux, c'est tout à fait naturel et ils le font. Tous, en tant que parents, on râle toujours de les voir devant des jeux vidéo. Mais en fait, ça a une vertu extraordinaire. C'est je teste, je me plante, je recommence, je me plante, je recommence. Donc l'itération, pour eux, c'est quelque chose de naturel. Et ils ne vont pas s'arrêter sur un échec en se disant je vais recommencer, je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non. Je vais faire 150 essais et à la fin, il y en a un qui va marcher. Peut-être pas celui qu'intuitivement on penserait fonctionnel, mais il va fonctionner. Et c'est ça qui est intéressant. Et après, quand vous en prenez 6, 7, qui ont tous des cultures et des parcours différents, vous les mélangez ensemble. Vous avez en plus leur savoir-faire qu'ils ont appris dans les universités. Vous les mettez ensemble et ça fait un espèce de bouillon de culture absolument extraordinaire. C'est vivifiant pour l'entreprise. Pour nous, c'est mieux qu'un laboratoire vivant. Donc c'est fantastique. Donc ça nous amène une bouffée d'oxygène. On se prend des grandes claques dans la figure et ça fait du bien, ça réveille. Je vous avoue franchement, même que sur certains sujets, il y a des sujets qu'on a confiés à nos équipes en interne. Le même sujet, on l'a confié aux équipes de Disrupt Campus. Pas pour dire que le meilleur gagne, c'est juste pour voir où est-ce qu'ils nous amènent. Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, ils arrivent à des solutions qui peuvent être diamétralement opposées et pas antinomiques. Alors, on va continuer, on va revenir évidemment sur la collaboration entre les fonderies Bouyer et Capacité, mais je vais finir avec le Disrupt Campus, Valérie Queret, parce que ce que dit Franck Chirel est très me fait penser à ce que vous m'avez dit également, ce que vous m'avez partagé. Il y a une immersion qui est totale dans le Disrupt Campus et il y a beaucoup d'émulation qui se passe au cours de ces 5 mois, à tel point que quand on revient dans l'entreprise, il y a aussi une claque qu'on se prend quelque part. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose à faire pour emmener tout le monde dans cette émulation et ces changements qu'on a envie de porter. Effectivement. Et encore, j'ai envie de dire, pour OC Alliance, nous, on avait la chance d'être 2. Donc, quand on revenait dans l'entreprise, effectivement, avec le directeur informatique, eh bien, on était tous les deux sur la même longueur d'onde. Mais effectivement, c'est vraiment 2 mondes différents. Et à nous, après, en fait, justement, d'embarquer aussi l'entreprise dans ce qu'est Disrupt Campus, dans tout l'apport et dans tout le côté, justement, travail collaboratif. Et ça, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, c'est encore très cloisonné et c'est le champ, les précarés de chacun et tout ça. Et effectivement, ça apporte un autre regard et c'est formidable, même dans les outils. Enfin, aujourd'hui, je sais qu'effectivement, cette formation, elle a apporté beaucoup. Dans l'appréciation et dans l'appréhension en fait, de tous les nouveaux sujets au sein de ces alliances. Cette idée, Raphaël Suire, d'aller créer en fait, des rencontres dans les différentes écoles, c'est ce qui donne d'autant plus de force à ce programme ? Ouais, juste pour compléter ça, il faut bien comprendre que Disrupt Campus, c'est un bac à sable. Et comme dans un bac à sable, dans un jardin d'enfants, il y a parfois de la coopération, de la bienveillance et aussi parfois un peu de conflit. Alors c'est vrai que dans la vie d'un groupe, autour d'un projet où l'incertitude domine un peu, il y a des caractères qui s'expriment, il y a des postures, il y a des clashs, il y a des divergences, et l'essentiel c'est de converger à un moment. Et dans la transformation, quelle qu'elle soit, en fait, il y a cette idée qu'effectivement la force, c'est le collectif. Et ce qu'on apprend dans Disrupt Campus, c'est à la fois du fond, et on sue un peu, et c'est aussi de la posture. Et dans les questions d'innovation, il y a quand même beaucoup de la posture. Il faut savoir ce qu'est une idée, il faut savoir l'imposer, il faut savoir aller chercher des alliés. Et en fait, on fait ça. Alors c'est vrai que des fois, dans la vie d'un groupe, c'est pas toujours évident au départ, quoi. Il y a une mayonnaise qui prend tout de suite, immédiatement, et c'est pas forcément un signe positif, parce que si on est tout de suite d'accord,
il n'y a pas eu cette phase de divergence où on clashait. Et ça, c'est important de pouvoir exprimer des points de vue et de les exprimer avec force et avec de l'argumentation. Et puis, des fois, ça prend avec un peu plus de temps, quoi. Donc, nous, l'équipe pédagogique, on est là aussi avec les gens qui s'occupent un peu au quotidien dans Disrupt. Et on est un programme qui est richement doté. Et on a aussi des humains. Je pense notamment à Mathieu, Maria et Grégory qui nous a rejoints cette année. On est là aussi pour suivre un peu au quotidien la vie du groupe, pour essayer de veiller à ce que, effectivement, quand il y a des tensions, soit on essaye de les désamorcer, parce qu'évidemment, si elles durent, et comme dans une vraie entreprise, c'est aussi un des grands facteurs d'échec dans les projets collectifs. Mais comme dans un bac à sable, à un moment, il y a des personnalités qui s'expriment. Et je tiens à dire qu'on veille bien à ce que le chef de projet ne soit pas forcément le collaborateur, et je dirais même surtout pas le collaborateur de l'entreprise. C'est-à-dire, il ne vient pas avec son regard qui serait quelque part un peu directif et qui imposerait quelque part une solution, avant même d'avoir exploré le champ des possibles ou en reformulant les questions, quoi. Donc c'est vrai que l'interdisciplinarité, ça apparaît comme une nécessité dans la logique du clash. C'est-à-dire que si on vient tous de la même formation, on se clash entre amis. Donc en fait, on ne se clash jamais vraiment, quoi. Et c'est vrai que quand on arrive avec des regards disciplinaires, sans aller au clash physique, mais on apporte un regard qui est très particulier, puisque hérité et ancré dans sa discipline ou dans sa culture. Un ingénieur, il réfléchit avec des catégories analytiques. C'est-à-dire qu'il lui faut des solutions techniques. Or, dans les problèmes de transformation, c'est généralement l'humain qui compte. Mais aller dire à un ingénieur qu'il ne faut pas penser à travers la technique, ça, c'est déjà un défi pour nous. De lui dire que désamorce-toi, il n'y aura peut-être pas de solution technique au final. Ah oui, mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave du tout. Tu as apporté malgré tout un regard qui était tout à fait nécessaire pour prendre en compte le fait que si jamais on allait à l'étape d'après, où il y a de la technique dans la robotisation de l'atelier, en fait, ce regard-là, il devient nécessaire. Et c'est là où la multiplicité des regards et donc des disciplines devient tout à fait nécessaire pour aborder des problèmes qui sont, au fond, complexes. On voit que la relation n'est effectivement pas forcément la même. Là où dans la relation capacité Fonderie-Bouillet, on est beaucoup plus. Il y a une expression d'un besoin très, très clair qui se fait à un moment donné. Noël Barbu disait l'objectif, c'est de lever des verrous technologiques. Pour vous, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que vous peut-être commentez quelques éléments qu'on va retrouver. Pardon, c'était juste après. Vous nous avez donné quelques visuels. Hop, ça c'est le logo. Voilà. Exactement. Donc, vous pouvez regarder à droite, il y a l'opération que nous avons voulu analyser avec capacité pour la robotiser. C'est le travail manuel d'un opérateur qui fait du ponçage d'une pièce métallique. La difficulté de cette opération qui paraît banale, c'est qu'en réalité, l'opérateur a une capacité de bien calibrer le poids de sa main, l'effort qu'il fait, la pression qu'il fait, pour arriver à une finition absolument parfaite. Et c'est la réplication de ce geste manuel qui est très, très compliqué à répliquer pour une machine sur une pièce, en fait, qui n'est pas précis au centième de millimètre. Parce que les pièces de fonderie sont des pièces qui ne sont pas des pièces en acier, sont des pièces qui ont des tolérances qui sont très différentes par rapport à d'autres pièces métalliques. Donc, il fallait pouvoir répliquer ce geste manuel. Et donc, il y a des solutions qui sont présentes sur le marché, mais qui n'étaient pas du tout adaptées à nos pièces particulièrement, qui sont des pièces très grandes où on utilise des mastiques particulières et où il y a des formes qui sont un peu spécifiques. Donc, c'était ça le défi. Et c'est pour ça que avoir... Donc, ça, c'était la première exigence. Après, si vous allez dans la deuxième slide, vous allez voir que l'analyse a été faite pas seulement sur la problématique technique, la solution technique en tant que telle pour poncer la pièce, mais aussi mettre la cellule robotisée à l'intérieur de son environnement de travail et donc l'analyse du flux de production. Il y a eu différentes études qui ont été faites pour voir comment la placer à l'intérieur de l'usine. Donc, ça veut dire que le projet qui initialement était posé comme « est-ce que vous allez pouvoir nous solutionner ce petit problème ?» en réalité est devenu un projet assez plus vaste
et où il fallait avoir différentes prises de hauteur, différentes compétences. Et là, c'est justement ce que Capacité nous a apporté. Alors justement, Noël Barbu, quand on a ce type de problématiques qui vous sont présentées, comment on est organisé chez Capacité pour y répondre? Notamment, vous parliez de la collaboration justement entre les chercheurs et puis les salariés de Capacité. Capacité, c'est 90 salariés, c'est ça aujourd'hui? Oui, c'est ça, 90 salariés. L'organisation de Capacité est particulière, hein. Tous les salariés entre 35 et 40 domaines différents sont placés dans les laboratoires. Il faut bien le comprendre, c'est-à-dire qu'une partie de leur temps, ces salariés travaillent. Ils sont ingénieurs, souvent docteurs. Ils viennent d'ailleurs du laboratoire, enfin, ils ont été formés, parfois ils ont fait une thèse avec les chercheurs qui sont dans ces laboratoires, et donc ils travaillent aux côtés des chercheurs. Leur rôle avec le chercheur ou sans le chercheur, c'est de déconstruire la problématique dans un premier temps. C'est de démystifier, de dire attendez, on va regarder ça tranquillement ensemble, déconstruire la solution, et ensuite de prendre la hauteur pour se dire regardons ensemble quelle est non pas la réponse précise à votre besoin, mais quelle est l'ensemble du flux, tout ce qu'on peut apporter dans le processus de production. Prendre son temps de faire cet examen-là en se parlant, en ayant un contact direct et en s'aidant aussi des savoirs des chercheurs. Dans le domaine de la robotique, qui est une des spécialités de Capacité, nous ne sommes pas des intégrateurs, nous n'avons pas de solution a priori, toute trouvée, de solution à intégrer. Donc c'est vraiment une expertise, un audit ad hoc, très spécialisé de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La particularité de Capacité aussi, c'est de faire de la R&D interne. Alors, je m'explique, et c'est tout l'intérêt de ce dispositif, c'est de mettre en relation des chercheurs, des salariés avec les salariés de l'entreprise, et de reposer des questions aux chercheurs. Je dis souvent qu'il y a un double ressourcement par le biais de Capacité. Bien sûr, Capacité paye aussi, rémunère l'utilisation des plateformes technologiques, de l'ensemble des matériels qui sont mis à disposition par les laboratoires, mais fait aussi un ressourcement intellectuel, un ressourcement en questions de recherche. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en face d'une question plus large, un problème posé dans une entreprise, nous retournons vers le laboratoire pour reposer une question qui, du coup, anime de nouveau les chercheurs qui voient comment répondre à cette question de façon plus pratique. Alors, ils nous renvoient parfois à des solutions existantes, parfois à des solutions qui demandent un peu plus de recherche du côté des chercheurs, des laboratoires. Il faut qu'ils retournent sur leur paillasse. Mais on a ce cercle vertueux entre l'apport de questions aux chercheurs, la réponse des chercheurs aux entreprises, TPE, PME, et de la R&D interne à Capacité pour essayer d'affiner la réponse. Ce que je voudrais rajouter à ce que vous dites, c'est que ce qui a été très apprécié chez nous, c'était la facilité de rapport avec les chercheurs et avec les personnes de Capacité. Ce qui peut freiner un peu dans l'imaginaire d'une TPE, PME, c'est l'idée de s'approcher à l'université, avoir affaire avec des doctorants ou des personnes très savantes. Et donc on se dit, oh, peut-être on ne va pas comprendre ce qu'ils disent, ils ne vont pas comprendre ce qu'on dit nous. Et là, au contraire, c'était une approche très pragmatique et une facilité vraiment de relation. Qui a été apprécié aussi par les opérateurs. Et ça a vraiment aidé au succès de l'opération. Oui, je crois qu'on va refermer la table ronde sur ces propos, mais il est vrai que ces freins, ils existent encore. On avait eu l'occasion de l'échanger ensemble, Noël Barbu, avec cette idée qu'effectivement, et Raphaël, vous l'avez dit également, cette idée que les chercheurs sont un peu dans leur bulle potentiellement et éloignés de la réalité. Et Noël Barbu, vous me disiez, mais heureusement, finalement, peut-être juste pour heureusement parce que quoi? Parce qu'en fait, c'est pas leur rôle. Oui, exactement. Les chercheurs ont un rôle. Il y a des chercheurs qui nécessairement sont éloignés de la réalité. C'est la recherche fondamentale. Et cette recherche fondamentale, c'est le socle pour de la recherche plus appliquée, plus en prise avec la société. Mais c'est parce qu'il y a une recherche fondamentale, une recherche de long terme, qu'il y a une recherche tout à fait appliquée. C'est parce que les chercheurs dans les laboratoires en médecine recherche vraiment pendant des années comment se servir d'un virus, qu'on trouve un médicament viral, se servir des virus pour apporter une solution à une maladie. Voilà, donc il y a absolument besoin de ces différentes catégories de chercheurs. Ça existe, mais ce n'est pas une difficulté. C'est à nous
de mettre à disposition justement des entreprises que nous accompagnons, des outils, une façon de leur parler, un langage très simple pour démystifier aussi cet aspect-là et faire en sorte que vous soyez certain que vous trouverez une réponse, qu'on sera le traducteur de cette réponse, traducteur entre la recherche des scientifiques dans les laboratoires et le besoin de l'entreprise. Et ce qu'on voit, ce qu'on trouve appréciable, effectivement, c'est que la traduction, elle s'opère dans diverses relations, dans de multiples collaborations possibles, que ce soit sur des réponses à des choses très précises, à des choses qui sont peut-être un peu plus de l'ordre de la prospective, qui permettent d'ouvrir beaucoup de portes auprès des entreprises. En tout cas, il y a eu des belles choses. Je crois qu'il y a encore des choses qui se poursuivent entre vous, les entreprises et l'université. Bravo à vous pour tous ces projets. Merci de votre participation et à très bientôt.